Bienvenue dans le Pot de Yaourt, le premier podcast qui s'intéresse à toutes celles et ceux qui font le Havre, à toutes celles et ceux qui sont le Havre. Le plus souvent possible, je vais recevoir à ce micro des artistes, des sportifs, des entrepreneurs, des créateurs de contenu, des cuisiniers, des écrivains, bref, tous ceux qui font briller notre chère et tendre ville et qui nous rendent chaque jour un peu plus fiers d'être havrais. On parlera de leurs histoires et on verra en quoi le Havre a une place centrale et si particulière dans leur projet. Saison 2, épisode 11. Pour Paris, Le Havre est devenu hype. C'est une ville où on voyage, Le Havre c'est un bout du monde. Non, Le Havre n'est pas maudit. Je viens du Havre, moi, je viens de Cocrioville. Faire entendre à tout le monde que Le Havre était une belle et grande ville. Le Havre. Little Bob, c'est The King. Un Havre de grâce. Je vais ramener la cage au Havre. Au Havre, les gens sont tous gentils. Ici, c'est Le Havre, en Normandie. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode dans le Pot de Yaourt. Aujourd'hui, je reçois un homme qui participe à faire renaître un monument iconique et incontournable du Havre. Il y a un peu plus de 30 ans, ce lieu mythique de la rue Aristide Briand fermait ses portes avant d'être laissé à l'abandon et tomber peu à peu dans l'oubli. Mais c'était sans compter sans la détermination d'un homme et de sa famille, puisqu'aujourd'hui, c'est le cinéma-théâtre, le Normandie, qui va renaître de ses cendres. On va bien sûr parler de ce lieu mythique avec celui qui se donne corps et âme pour faire renaître le Normandie de ses cendres. Bonjour, Jesse Speidja. Bonjour. Merci d'être là avec moi dans le pot de yaourt. Jesse, là je suis rentré dans ce lieu mythique, ça avance déjà bien, mais j'ai déjà une question pour toi. C'est tout simplement pourquoi faire ça? Il pleuvait. J'allais rien faire. Non, je l'ai souvent raconté. En fait, mes parents l'ont acheté en 1999. Ils ont eu un coup de cœur pour la façade monumentale du Normandie, qui était déjà à l'abandon depuis une dizaine d'années à l'époque. Et il y a quelques années, malheureusement j'ai perdu mon père, qui avait pas pu, qui n'a jamais pu aller au bout de ce projet, ni même vraiment le démarrer au final, de rénover, donc de sauver le bâtiment. Et j'ai décidé au début de venir pour lever le péril, pour faire les réparations minimum qui étaient devenues obligatoires, parce que le bâtiment devenait même dangereux pour les riverains. On te mettait un peu la pression, enfin, la ville, ouais. Il y avait un vrai suivi avec la ville. Il y avait un arrêté de péril qui avait été prononcé il y a déjà plusieurs années. Et là, j'avais été assigné pour intervenir, sans quoi le bâtiment serait démoli à mes frais. Donc, et ça coûtait combien? À démolir, très cher. Ouais. À démolir, ça aurait été, je pense, au minimum 1 million d'euros, étant donné qu'il y avait de l'amiante, etc. Fallait mieux donc le rénover plutôt que le détruire. Mais en fait, on valait mieux le rénover, mais en même temps, ce qui était demandé, c'était pas non plus foufou, parce que c'était de reprendre les maçonneries qui étaient abîmées et de le mettre hors d'eau. Donc en l'occurrence, c'est des choses que moi je fais tous les jours dans la vie, donc c'était pas forcément très très difficile ni très très onéreux. Le truc, c'est qu'après, quand j'ai commencé, déjà le fait que je venais de perdre mon père, le fait que lui n'ait pas pu aller au bout de ce projet, et que au fur et à mesure que je réparais, que j'intervenais sur le bâtiment, je le découvrais un petit peu en profondeur, parce que pour comprendre ce bâtiment, au-delà de l'histoire fabuleuse qu'il y a eu, des artistes prestigieux qui sont passés, c'est l'histoire même de la construction, parce que le bâtiment a évolué en 90 ans. Toutes ces découvertes, je les ai faites en commençant les travaux. Bonnes ou mauvaises découvertes? Surtout des bonnes, en fait, au final. Même si c'était compliqué, on peut imaginer que 33 ans à l'abandon, à l'époque ça faisait 30 ans, quoi, mais on peut imaginer qu'il y avait de mauvaises surprises, mais il y a les mauvaises surprises qu'on sait, qu'on devine, et après il y a les bonnes surprises quand même sur l'état général du bâtiment, et sur les évolutions qu'il avait subies au fil du temps. Et finalement, je me suis pris un peu d'intérêt. Je sais pas, en fait. C'est un mélange de beaucoup de choses. Je pense qu'il y avait un peu de... il y avait beaucoup pour mon père, de toute façon.
Et après, l'état du bâtiment, l'histoire du bâtiment, l'engouement des gens, des associations qui se sont mobilisées, des entreprises qui sont spontanément venues me proposer de l'aide. Un article dans Paris Normandie à l'époque aussi qui a beaucoup fait parler. On s'est retrouvé en couverture et double page intérieure du journal. Et si bien que je me suis présenté au tribunal, parce que j'étais convoqué au tribunal pour le bâtiment, avec le journal. Sans avocat, mais avec le journal. Ouais. Et au final, ça s'est super bien passé. J'ai même pas eu besoin de le montrer parce que tout le monde était déjà au courant. Parce que le bâtiment est important. Donc en fait, finalement, et c'est là que j'ai compris l'importance du bâtiment pour tout le monde et pas seulement pour ma famille. Et c'est là qu'a démarré en fait un formidable engouement autour du projet, parce que partout où j'allais, on faisait pas à ma place, mais on me facilitait la vie, on m'encourageait, on savait qui t'étais, on savait ce que tu faisais. Ouais, voilà. Mais c'est-à-dire que même quand les services de la ville, ils ont toujours été super sympas avec moi, patients, pédagogues limite. Ils m'ont expliqué les démarches à effectuer, ils m'ont accompagné un petit peu dans mes démarches quand c'était un petit peu complexe pour moi. Et c'est rassurant tout ça quand tu démarres dans un projet titanesque. C'est encourageant parce que au départ, c'est même ça, parce que moi, je voulais sauver le bâtiment. Mais sauver le bâtiment, c'était assez limité en soi, parce que ça consistait vraiment à uniquement réparer ce qui est les vrais désordres qu'il y avait. Mais au début, il n'était pas question de le rénover. Et la volonté de le rénover complètement, c'est venu de l'engouement. Petit à petit, c'est venu de tout cet engouement, de tous ces gens qui se sont mobilisés et qui m'ont permis d'avancer, parce que c'est un gros investissement d'argent, c'est un gros investissement de temps, c'est un très très gros projet. Alors pour un particulier, c'est titanesque comme projet. Et justement, à quel moment et qu'est-ce qui te fait dire ça y est, on y va, on le retape? Au début, je viens avec mes frères, mes neveux, et on vient pour réparer. On le vide, on commence à réparer. Et là, je me dis, je vais pousser le curage un peu plus profond. Je veux voir vraiment ce qu'il y a dans le ventre, quoi. Je veux voir est-ce qu'il y a des choses qui vont vraiment pas, est-ce qu'il y a des choses que j'ai pas vues, mais je suis surpris, l'état est quand même bon. Et là, on discute avec mes frères et sœurs, avec ma mère. Et à part ma mère, je crois qu'ils me prennent tous pour un fou, mais on est 6 frères et sœurs. Mais bon, je décide quand même de continuer, et je persiste, et finalement, petit à petit, j'embarque tout le monde avec moi. Mais ça s'est vraiment fait par étapes. Et c'est par étapes que j'ai réussi à embarquer un peu tout le monde. J'ai donné une impulsion. Après, j'ai mis les mains dedans, parce que c'est pas tout de donner l'impulsion, il faut y aller. Ouais. Et jusqu'à ce qu'en fait, les autres, finalement, adhèrent un peu au projet. Et quand je dis les autres, c'est que ce soit ma famille ou les Havrais et les Havraises, ou les associations, les entreprises, la ville. C'est petit à petit, en fait, finalement, tout le monde un peu s'est pris au jeu. Et c'était très difficile au début. Et plus ça va, plus c'est facile, parce qu'on peut leur montrer quelque chose. C'est-à-dire que quand il y a eu un premier, une première étape de franchise quand on a terminé la façade. Ouais. C'est que quand on a inauguré la façade, les gens, ça faisait 30 piges qu'ils la voyaient en train de se décomposer. De se décomposer, vraiment. Ouais. Complètement. Et d'un coup, en plus, on avait bien joué, on avait mis des bâches dessus pour pas que ça envoie trop. Et franchement, ça fait du bien quand on a découvert. J'avais un peu la goutte, parce qu'on avait voulu remettre les couleurs d'origine. Je me dis, comment ça va être accueilli, comment ça va rendre, parce que c'est bien beau sur papier, mais et comme on avait l'échafaudage, on voyait pas, on n'avait pas de recul. Et donc, j'ai découvert en même temps que tout le monde, finalement, de loin, parce que moi je la voyais, mais sur l'échafaudage. Et ça, c'était un premier déclic. Et ça a été important aussi pour toi de commencer par là, par la façade, justement pour dire ça y est, on tourne la page de 30 ans d'abandon et on repart sur quelque chose de nouveau. C'est important pour me motiver déjà moi, et pour fédérer, parce que je savais très bien que ce projet-là, j'y arriverais pas tout seul. C'est-à-dire que moi, depuis le début, je sais que j'irai au bout, parce que je suis une tête de mule, on va dire. Mais comment dire, faut être objectif. C'est que c'est un gouffre, c'est une danseuse. Et en fait, je sais qu'il fallait que j'arrive à mobiliser les gens, donc que ce soit du partenariat, du sponsorship, du mécénat, des dons. Il fallait absolument faire bouger les choses
pour que ça arrive. Donc pour l'instant, mis à part j'allais dire mis à part, mais en fait finalement on avait pas mal d'aides quand même. Hein. Pour l'instant, on a eu la campagne Ulule. En fait, si tu veux, il y a eu plusieurs étapes. C'est que je pense que la façade, déjà, ça a fait un petit déclic dans la tête des gens. Mais après, les gens, une fois qu'ils passaient l'entrée, ils voyaient le travail, ils disaient non. C'est titanesque. Quoi. Voilà, c'est beau, mais en fait, finalement, ça a été un peu un coup d'épée dans l'eau, on va dire, parce que les gens ne prenaient toujours pas au sérieux. Ouais. Et donc, c'est pas grave, on a continué. Et là, on a eu une période de septembre 2021 à décembre 2023. On a eu une période de merde un peu en fait pour le projet parce que tout le monde avait l'impression qu'on pataugeait, mais nous, on était en train à l'intérieur de faire quelque chose de phénoménal parce que on reprenait tous les murs périphériques, toute la maçonnerie, on reprenait toute la structure métallique, on reprenait toute la charpente métallique, on refaisait toute la toiture, on désamiantait, ça ne nous était pas demandé. On aurait pu se contenter de recouvrir, de laisser toute la merde sur le toit. Non, on a dit, voilà, ça va nous coûter plus cher. Heureusement, on a du four, en l'occurrence, qui nous a suivis. Mais on a dit, on va désamianter, on va refaire une toiture. L'idée, c'est que le bâtiment ne ferme plus jamais et qu'il soit reparti pour 100 ans, au moins. et en fait, tout ce travail-là, ça ne se voyait pas. Et c'est super frustrant. Il ne faut pas croire, c'est que tu es là. Moi, je bosse double parce que j'ai le travail alimentaire et en même temps, j'ai ici. Ouais. Tu mets tout ton argent, tu mets toute ton énergie dedans et personne ne voit rien. Et tout le monde te dit, oh, ça avance pas, Normandie, ça machin. Bon, bah, tu serres les dents, hein, tu y vas. Et donc, il y avait ça pour la partie structurelle. Et après, il y avait la partie reconstruction. Mais pour amorcer la reconstruction, il fallait partir du sous-sol. Donc, c'était avant la chaufferie, les toilettes, etc. Et reprendre tout à zéro. Parce que, bon, bah, forcément, des canalisations d'il y a 90 ans, c'était de la terre cuite. Les eaux pluviales usées n'étaient pas séparées. La hauteur sous plafond, les passages de porte, c'était tout. Donc en fait, il fallait tout repenser pour que ce soit aux normes d'aujourd'hui, que ce soit accepté. Les toilettes, c'est un travail de titan. Les toilettes, elles sont au sous-sol, justement, donc effectivement assez compliqué. Ouais, et on a gagné une marche de hauteur sous plafond. On ne voit pas, mais les toilettes des filles sont un petit peu plus hautes, enfin un petit peu plus basses plutôt de plafond que les toilettes des hommes. Parce que avec les niveaux de tout à l'égout, on a joué. Hein. L'électricité, la plomberie, toutes ces choses-là, c'est... Et donc, en fait, on avait d'une part 30 tonnes d'échafaudage sur l'arrière du bâtiment, avec du four notamment qui intervenait sur la toiture, mais c'était une opération de dingue. On a dû bloquer la rue à plusieurs reprises avec des grues qui enlevaient l'amiante, qui ramenaient la nouvelle couverture. C'était un balai d'engins, c'était énorme. Et en même temps, nous, on était comme des fourmis au sous-sol à pas arrêter. Et finalement, ça a fini par porter ses fruits parce qu'en un peu plus de 2 ans, on a tout refait, le sous-sol, le hall, la couverture, les ravalements extérieurs. Enfin, on a tout a été refait en 2 ans. Et c'est que pour les gens qui n'ont rien vu quasiment avancer pendant 2 ans, est sorti d'un coup. Et c'était important aussi de documenter un petit peu l'avancée des travaux sur les réseaux, justement pour que tu montres que ça avance, et même si le projet est titanesque, voilà, il y a quand même de l'avancée, quoi. Ouais, alors ça c'était aussi parce qu'on se rend pas compte, mais il y a le chantier, mais il y a toute la partie recherche de mécénat, de partenariat, de fonds, de matériaux, parce qu'on a fait beaucoup de réemploi. Et il y a la communication, parce que si on veut trouver quelque chose, il faut faire parler de nous. Et heureusement, j'ai Alexandre qui m'a rejoint il y a un petit moment maintenant. Au début, il était salarié du Gattaca Studio, donc qui était partenaire, et donc je payais des prestations pour qu'il vienne m'aider. Et finalement, il m'a rejoint. C'est le premier salarié du nouveau Normandie. Hein. Et donc c'est lui maintenant vraiment le bras droit, c'est lui qui gère toute la partie qui est déjà exploitable, et qui gérait aussi les réseaux sociaux. Donc on était 2, on était 1,5, parce qu'il y avait lui à plein temps et moi autant que je pouvais. Et là récemment on a 3 alternantes qui cartonnent en plus, qui nous ont rejoints. Et là on est en train vraiment d'entrer dans une nouvelle dimension, parce qu'on arrive enfin à se donner les moyens de ce qu'on veut faire. Donc, c'est-à-dire que là, maintenant, on va pouvoir être plus performant, parce que c'était souvent inégal, parce que les journées sont pas extensibles.
Et là, on arrive enfin à... Enfin, disons que j'ai pu déléguer un petit peu, et j'ai enfin eu les moyens de déléguer un petit peu pour avoir... on a une petite équipe vraiment maintenant sur la com, sur la gestion, etc., sur le Normandie 2.0, quoi. C'est qu'avant, il n'y avait rien du tout. C'était vraiment le bâtiment. Avant de reparler de ce que c'est maintenant et des gens avec qui tu travailles, j'aimerais qu'on vienne un petit peu sur l'histoire de ce lieu. Tu l'as dit tout à l'heure, c'est ton papa qui l'avait acheté en quelle année ? 99. En 99, qui était déjà donc à l'abandon depuis déjà 20 ans. 10 ans à l'époque. 10 ans. Oui, 91. Et ton papa, à l'époque, tu sais ce qu'il voulait en faire de ce lieu ? Mon père était impulsif. Ouais. Donc au début, je pense que même lui ne savait pas. Ouais. Très rapidement, parce que très rapidement, on est venu poser des grilles, des rideaux métalliques. On est venu réparer, consigner l'électricité, l'eau, le gaz, etc. Et ce qu'il voulait faire, c'était un appartement. Enfin, il voulait refaire un cinéma, lui. D'accord. Et un appartement pour lui, au premier dans les actuelles loges, que je te ferai visiter après. Avec plaisir. Et la salle de projection. Oui, il voulait se faire un appart. D'accord. Il était passionné de cinéma. Ouais. Il trouvait le bâtiment magnifique. Mais un cinéma perso ou non, ouvert cinéma ouvert au public. non, d'accord. Il voulait son appart, comme ça il pouvait aller au cinéma gratos. Très bien, très bien. Et donc toi, tu hérites de ça il y a quelques années. Est-ce que ton père te demande d'en faire quelque chose de ce lieu ? Alors, j'hérite pas vraiment. En fait, on a toujours bossé en famille. Ouais. Donc le statut n'a pas changé. On a perdu mon père, mais sinon il n'y a rien qui a changé en fait. Et ce qui peut paraître un peu bizarre, mais c'est mon père était attaché au bâtiment avec avec raison, parce qu'il était il se rendait compte que c'était un truc compliqué, mais quelques mois avant de nous quitter, il me dit s'il te plaît, va le faire. Il me dit parce qu'il s'était mis d'accord en fait quand il a voilà, faut savoir que mon père est tombé malade en 2012 et qu'à l'époque on lui a donné 6 mois et finalement il s'est battu, c'était un guerrier, hein. Il a tenu 8 ans. Et donc rapidement quand il est tombé malade, il s'est résigné à ne pas pouvoir le faire et donc à le vendre, mais la seule condition c'était que la personne qui l'achetait ne devait pas démolir. Il a fini par trouver un promoteur qui acceptait de ne pas démolir la façade. D'accord. Donc ils ont discuté pendant quelques années. Et finalement, ça a capoté. Ça a capoté en 2020. Et à ce moment-là, il me demande, il me dit, s'il te plaît, il me dit, va le faire. Je dis, c'est un bourbier, il y en a pour des années, j'ai envie de rester avec les enfants, avec ma femme. Et puis toi, tu n'habites pas ici à l'époque. Là, je suis en région parisienne à voilà. l'époque. Et je lui dis, on a fait beaucoup de chantiers déjà avec mon père en province, etc. Et je sais comment c'est... Déjà, ça dure toujours plus longtemps que ce qu'on pense. Ouais. Et en fait, mes enfants grandissent et j'ai trouvé un petit rythme, j'ai envie de rester tranquille. Et finalement, quand on le perd, la première chose que je fais, c'est venir ici. Au départ de moi-même. Après, il y a l'assignation qui tombe de la mairie pour me dire il faudra peut-être vous bouger un peu les mecs. Donc là, maintenant, on est obligé d'y aller. Tout ça, c'était des signes. C'était des signes. Ouais, faut voir comment on veut, mais enfin, on verra à la fin. Mais et du coup, de fil en aiguille, c'est comme ça s'est fait vraiment un peu de, je sais pas. Un peu de hasard, un peu de coup de pied au cul aussi des fois, et il fallait peut-être donner un peu de sens aussi à tout ça. Et moi, ça m'a permis aussi mon père c'était un battant, hein, tu vois, pour la maladie on le voit, mais toute sa vie il était comme ça. Et donc première chose que j'aurais faite une fois qu'il s'est parti, c'était le vendre. Ouais. C'était dur à assumer. Donc du coup, je me suis dit non, on va le sauver. Au début, c'était juste le sauver pour le vendre, comme mon père s'était résigné à le faire, à condition que ce soit pas démoli. Après, c'était, j'ai dit non, je vais le sauver, je vais lever le péril, et on va trouver un locataire qui fera les travaux intérieurs. Et voilà, au moins on le garde dans la famille. Et finalement, après, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Je me suis dit, allez, on va aller au bout. C'est pas comme si tu n'étais pas du milieu en plus. Enfin, du métier. Ouais, je suis dans le bâtiment, mais ça reste un gros bébé. Ouais. Et c'est surtout, en fait, un projet qui ne ramène pas de sous. C'est-à-dire qu'en fait, en général, moi, je fais des plus petits chantiers. Hein. Tu rénoves, tu prends un petit immeuble d'habitation, tu rénoves un appartement, tu le reloues, tu rénoves l'autre. Ouais. On fait un peu, c'est de la débrouille. Hein. Là, ça, je savais que je partais pour des années. T'as tout de suite identifié, tu me parlais des travaux tout à l'heure, mais
toi qui as l'œil du professionnel, tu as tout de suite identifié quand tu es arrivé ici ce qu'il fallait faire, le temps que ça allait prendre? Alors le temps que ça allait prendre, on estime très mal dans le bâtiment en général, et parce que tu as toujours des surprises. Mais oui, en fait, j'ai été surpris au fur et à mesure que je le curais, j'ai été surpris du bon état général. Parce que 30 ans à prendre l'eau, ça peut être terrible, hein, même moins de 30 ans d'ailleurs. Et en fait, j'ai été surpris par le bon état général. Donc tout de suite, j'ai vu ce qu'il fallait faire pour sauver la carcasse. Après, pour l'exploitation, pour la mise aux normes, c'était encore autre chose. Parce que sauver le bâtiment au niveau structurel, c'était une première chose. Ensuite, le faire en termes de largeur de passage, etc., conforme à la législation en vigueur, c'était encore une autre histoire. Et à la fin, maintenant, c'est les équipements d'aujourd'hui, tout ça, c'est encore un autre truc. Mais bon, ça a été pour nous en interne toutes les étapes. Et est-ce qu'aujourd'hui, on est dans les temps je ne sais pas si tu t'en étais fixé, mais est-ce qu'aujourd'hui, voilà, en termes de timing, tu es plutôt à l'aise avec ce que vous avez déjà fait et ce qu'il vous reste à faire? Les gens sont curieux et en fait, mais les semaines passaient et ça ne s'arrêtait pas. Et c'était même de plus en plus parce qu'il y avait le bouche à oreille après. Les gens savaient qu'il y avait quelque chose qui se passait, donc les gens venaient. Et après, petit à petit, c'est devenu des gens de temps en temps qui venaient juste pour me dire merci ou pour me dire bonjour ou pour me ramener un sandwich parce qu'ils savaient que j'étais toute la journée sur le chantier. Donc c'est pas un truc comme ça. Et en fait, finalement, ça nous a porté un petit peu aussi. Parce que je vois, par exemple, pour le citer, un PBI, donc Franck Alain, qui se présente un jour et en fait qui me dit qu'il va m'aider. Moi, je dis écoute, j'ai pas les moyens, ta boîte est magnifique, mais j'ai pas les moyens. Et il me dit, non, mais il me dit je vais t'aider. Et en fait, finalement, c'est lui qui a géré la façade. Il m'a fait un super tarif. Il l'a pas fait pour en bon gestionnaire. Il l'a fait vraiment avec le cœur. Avec le cœur, voilà. Il a bon, j'espère qu'il n'a pas mis d'argent de sa poche, mais il a fait de gros efforts pour que ça se fasse et pour nous aider. Et derrière, il nous a présenté Seria, Philippe Eudes, qui a fait les vitraux, qui nous a refait donc les vitraux, les garde-corps, enfin les châssis métalliques, à l'identique, et ainsi de suite. Et après, on a eu comme ça pas mal d'entreprises, généralement du Havre, mais pas que, qui se sont mobilisées les uns après les autres. Et même après des fournisseurs, là, au fil du temps, je vois Point P, par exemple, dernièrement, qu'on achète des matériaux régulièrement, qui nous offrent des palettes de ciment pour nous aider. Et en fait, au final, c'est que on a Stanley Outillage qui nous équipe en outils jusqu'à la fin du chantier. Mais pour nous, c'est des choses énormes. Ouais, bien sûr. Et en fait, ça se fait petit à petit. Il fallait être patient, hein. C'est une course de fond, Normandie. C'est que au début, je voulais pas demander sans avoir rien à montrer. Parce qu'au début, on t'arrive, salut, je vais faire Normandie. Oui, c'est que des belles promesses, potentiellement. Le mec, il parle, c'est tout. Et surtout qu'il y en a beaucoup qui se sont cassés le nez avant. Donc je dis, d'abord, il faut que je montre un peu de quoi je suis capable. Et en fait, la façade, ça n'a pas suffi, donc il fallait faire un peu plus. Et là, maintenant, j'ai l'impression que les gens ont compris que ça y est, ça se ferait. Et maintenant, est-ce qu'il y en a qui veulent prendre le train en marche? Mais c'est une sacrée aventure, il faut être patient. Au-delà de l'aide que tu reçois, des messages de sympathie que tu reçois, tout ça aussi, c'est l'expression d'une reconnaissance et c'est l'expression aussi d'une certaine nostalgie. Les Havrais, tu le sens, j'imagine, sont super attachés à ce lieu. Ouais, en fait, il y avait. Moi, j'étais surpris de découvrir au fur et à mesure, parce que mon père m'en parlait un peu, mais je ne savais pas tout. Il y a de très très grands noms qui sont produits à travers les années ici, à travers les décennies même, donc dans des styles complètement différents. Et surtout, il y a eu les Noëls des entreprises. Pendant très longtemps, il y a des générations entières qui ont fait leur Noël, qui venaient chercher leurs cadeaux et voir un film ici. Et en fait, la plupart des Havraises et des Havrais, ils ont été marqués par les Noëls. Et c'est ça qui est marrant, hein. Les souvenirs d'enfance sont très forts. Et donc, je pense que c'est vraiment les Noëls qui font que le lieu, il est aussi, magique. Aussi magique, aussi symbolique pour tout le monde. Je disais, il y avait des artistes incroyables, Gilbert Bécaud, Motorhead, Les Inconnus, Luis Mariano, enfin voilà, il y a eu une génération de dingues même plusieurs générations. C'est ça qui est hallucinant. Plusieurs générations. Moi, je l'ai pas connu personnellement parce que je suis né en 88, donc je suis jamais allé voir un spectacle ici. Mais pour toutes les générations qui sont au-dessus de la mienne, effectivement, ce lieu a un sens. Et ça, tu le sens.
Je sens clairement. Et en plus, j'ai ressenti encore plus quand on a fait. Alors, c'est un truc sur lequel j'étais pas spécialement à l'aise, mais on avait besoin de le faire. Déjà, on avait besoin de le faire au niveau des sous, mais surtout pour médiatiser le projet. C'était la campagne de financement participatif. Ouais. Et finalement, on l'a lancé. Nous, on s'est dit, on va essayer d'atteindre 50 000. Et Ulule, la plateforme, a dit, bon, écoute, mettez 20 000. Si vous arrivez à atteindre 20 000, déjà, bravo. Comme objectif. Comme objectif, okay. Ouais. Et finalement, on l'a lancé. On a sollicité pas mal de personnalités locales et pas que pour nous donner un petit coup de pouce à médiatiser. Et Laurent Ruquier a répondu présent. Vous avez repartagé un post, avez parlé un peu de nous. Franck Dubosc, Smaïn, Pascal Légitimus, Charlie Couture, etc. Donc des artistes qui se sont produits ici ouais. ou alors qui étaient de la région. Ont accepté de nous faire un petit message de sympathie, choses comme ça. Et ça a autant d'importance pour les Havrais, aussi, mais aussi pour les artistes qui sont venus se produire qui se rappelaient de cette salle. Et en fait, tout ça, ça crée un petit élan. Un petit élan, ouais. Et on se retrouve avec la campagne qui se termine d'ailleurs dans quelques jours. Parce qu'en fait, on l'a laissée active après, mais sans communiquer dessus. Voilà, il y a une bâche sur la façade. Voilà, c'est la bâche qui est là depuis longtemps. Ouais, avec un QR code. Si vous voulez donner, bien sûr, scanner le QR code et puis donner un peu de sous. Et cette campagne-là, elle a récolté, on est à 116 000 €, je crois. Ouais. Mais on n'a pas communiqué dessus depuis un an. C'est-à-dire qu'on l'a lancé l'année dernière, pendant un mois. En un mois, on avait récolté plus de 100 000 €. Aujourd'hui, on est la 4e ou la 5e campagne, parce que ça a bougé entre-temps, dans l'histoire du LUL, catégorie patrimoine. Ok. Et au-dessus de nous, c'est des projets énormes avec des institutions. Mais pour dire l'importance du Normandie, c'est qu'on arrive quand même à se classer une petite équipe d'amateurs sur un théâtre au Havre, quoi, à faire un chiffre qui est énorme. Qui est énorme, ouais, franchement. Et ce qui nous a aidé d'ailleurs à bien avancer les travaux. C'est de l'argent qui est déjà récolté. Alors la majeure partie a été récoltée l'année dernière au moment de la campagne. Et donc là, c'est les dons de ces derniers jours. Depuis Zone Interdite, en fait, il y a eu un nouvel élan où les gens ont remis un petit peu dessus. Donc ça Ulule nous le reverse. Oui, Zone Interdite qui est sorti il y a quelques semaines. Le 31 mars, ouais. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est sorti le jour des 90 ans. D'accord. Le hasard complet. Le hasard complet, ouais. 31 mars 1934, ça devait être diffusé plus tôt. Mais les autres sujets de l'émission étaient en retard. Et du coup, ça a été diffusé le jour d'inauguration. Et cet emballement médiatique, il est pas anodin non plus. On parlait de la presse locale qui t'avait bien aidé avec cette double page dans Paris-Normandie. Là, on dépasse quand même le cadre du local. On est en national avec M6 qui vient de voir. Il y en a eu d'autres aussi. Ça, c'est quand même un gage de reconnaissance. C'est peut-être quelque chose qui crédibilise ton projet. Oui, ça nous donne de la légitimité, c'est sûr. Clairement, déjà pour nous, c'est flatteur. Ça nous dit qu'on est dans le bon, on a bien bossé quand même. Ça nous donne de la légitimité auprès de toutes les entreprises ou quoi qu'on peut solliciter. Bon, après, c'est pas non plus... ça fait pas avancer les travaux, quoi. Ouais. Mais non, ça fait du bien quand même d'être... On parle toujours, en fait, du Normandie, voilà. Mais c'est vrai que ça fait du bien et c'est nécessaire même moralement parce que c'est vraiment un chantier difficile. Ouais, et puis quand on en parle aussi, effectivement, peut-être derrière, il y a une accélération de la campagne de crowdfunding. Voilà, il y a toujours un intérêt qui est là pour le Normandie, quoi, qui ne retombe pas. On a parlé de la façade. Il y a une autre partie du Normandie qui est terminée. C'est le hall qui a été inauguré il n'y a pas très très longtemps. Ce hall, je viens d'y rentrer, j'y suis jamais rentré, mais ce hall, il est incroyable. Art déco. Est-ce que inspiré de ce qui s'est fait à l'origine ? Alors, autant les couleurs sur la façade sont d'origine vraiment pile poil, autant pour le hall, c'était plus compliqué. On n'avait pas de photos, on n'avait pas de description. On avait une description de la salle le jour de l'inauguration dans l'article du Petit Havre du 31 mars 1934. Mais c'est tout. Et du coup, j'ai potassé un peu les bouquins d'art déco. Et j'ai essayé de respecter le thème. J'ai retrouvé quand même, j'ai prélevé des échantillons de peinture. La première peinture qu'il y avait sur les murs du hall, c'était un vert, mais un vert un peu plus prononcé. Finalement, moi, je suis parti sur un bleu-vert.
qui était plus actuel. Et surtout, le vert, c'est la couleur maudite du spectacle. Ouais. On me l'avait déjà reproché sur la façade, mais je voulais rester fidèle. Et donc là, j'ai essayé de biaiser un petit peu. Non, mais jamais de vert sur scène. Voilà. C'est comment dire, c'est une histoire de pigment, je crois, qui était toxique ou quoi. Après, il paraît que c'est mauvais au teint aussi, mais je sais que le bleu-vert, c'est le bleu-vert qui est déjà sur les vitraux. Donc, c'est une des couleurs qu'on retrouve sur la façade, mais c'est pas exactement celle qu'il y avait à l'origine. Mais on est dans le thème art déco, on est vraiment pile poil, et il n'y a rien qui a changé. C'est-à-dire qu'au niveau de la distribution, de la disposition du hall, on a mis le bar, alors bon, on a mis nous à l'intérieur alors qu'il était à la base sur rue. Les escaliers, les garde-corps d'escalier, tout est d'origine. Donc on a vraiment, nous, juste redécoré. C'est vraiment on pourrait nous reprocher que la couleur soit pas exactement la même, mais sinon on a été très fidèles. Est-ce que tu t'es inspiré de salles que tu as pu voir ici et là pour justement constituer ce hall ? Oui, j'avais vu quelques années avant, j'avais été voir un spectacle de l'Anne Trotro aux Folies Bergères. D'accord. Avec ma fille. C'était une punition, je me rappelle. Mais par contre, j'avais découvert. Pour toi ou pour ta fille ? Pour moi. Pour toi. J'avais découvert les Folies Bergères, qui est un lieu incroyable, hein, vraiment splendide. Et alors c'est pareil, hein, c'est pas un verre, on dirait. J'avais l'impression que c'était un verre, dans mes souvenirs, c'était un verre, mais. Et ça m'avait fait. Tout de suite, quand j'avais commencé à rénover le hall, je me dis putain, mais. Les Folies Bergères, quoi. Faut que je m'inspire de ça, donc c'est inspiré très librement. Ouais, inspiration quand même, théâtre parisien, voilà, un peu à l'ancienne. Mais le style était... parce que je connaissais, la plupart des théâtres que je connaissais, moi, étaient plutôt rouges. Ouais. Et celui-là, c'était le seul qui n'était pas... Enfin, que moi, j'en ai pas fait des tonnes, hein, mais c'est le seul qui était plutôt dans les tons que j'avais ici, quoi. Alors quand on rentre dans ce hall, qu'on passe la porte, on est tout de suite dans un autre monde, limite dans un autre temps. Voilà, on a l'impression de rentrer dans un théâtre des années 20. C'est magnifique. C'est ce coup de waouh là que tu as voulu donner à tout le monde quand on ouvre la porte du Normandie ? À la base, en fait, même pas. Hein. Je suis ravi que ce soit le cas parce que maintenant, tout le monde me dit à chaque fois qu'on rentre, on voyage. Mais à la base, c'était vraiment plus de solutionner des problèmes un par un. Parce que comme je disais, toute la législation a tellement évolué. C'est que par exemple, on avait des trucs sur les escaliers, les nez de marche, les garde-corps, les couleurs des contre-marches, l'accès PMR, en fait. Et c'est toutes ces petites choses qu'il fallait solutionner. Et en fait, en réalité, je te ferai voir d'une manière différente le hall en te racontant une anecdote sur chaque morceau du hall. Ouais. À une histoire. Et en fait, l'ensemble est cohérent et j'en suis super content parce que c'était pas gagné. Mais à la base, c'était surtout pour répondre à chaque fois à des problématiques. C'est ça qui est assez rigolo, c'est que j'ai essayé que ce soit harmonieux, mais c'était surtout des problèmes de largeur de passage, de réglementation, de machin. C'est ça qui est fou, quoi. Et puis il y a des éléments en termes d'éco très contemporains aussi, liés notamment à la pop culture. Tu me l'as montré tout à l'heure, je dévoile rien pour que chacun puisse visiter ce hall comme il l'entend et voir ce qu'il y voit. Vraiment ce hall avec la façade, donc la façade en premier, le hall en deuxième, c'était important pour toi d'avancer comme ça. En gros, c'est un peu le parcours spectateur, quoi. Je suis devant la salle, je rentre dans le hall et ensuite dans la salle. Disons qu'on avait besoin de soutien et donc il valait mieux commencer par quelque chose qui se voit. Ça faisait longtemps qu'on était sur des étapes qui se voyaient pas du tout et je vois, on a eu pendant plus d'1 an 30 tonnes d'échafaudage à l'intérieur. Personne ne le voyait, personne ne le savait. Ouais. Et donc quand on a fait la campagne Ulule et qu'on s'est dit que qu'est-ce qu'on va attaquer, tout de suite moi j'ai dit non, on attaque ce qui se voit maintenant. Parce que je veux absolument montrer aux gens qu'on s'est pas endormi, que l'engouement n'est pas retombé, qu'on est toujours là. Et voilà. Et après, il y avait aussi le fait qu'on n'avait pas les sous pour faire une grosse partie du chantier. Et que ce soit les toilettes, que ce soit le hall, finalement, c'est partie onéreuse. Hein, mais c'est des parties à taille humaine. Alors que tu vois la grande salle, tu as 14 mètres au faîtage, c'est énorme. Donc en termes de matériaux, c'est des quantités folles. Alors que le hall, tout de suite, c'est gérable. Ouais. Et c'est visible rapidement aussi. C'est visible rapidement. Autant pour les futurs spectateurs que pour vous qui travaillez au quotidien. Là, voilà, je suis rentré et puis vous travaillez déjà dans le hall, quoi. Ouais. C'était ça aussi le changement, c'est que auparavant, c'était un chantier total. Et là, aujourd'hui, on a toute une partie qui est aménagée. Et on avance assez rapidement au final parce que
le centre névralgique un peu du Normandie, c'était là, c'était au sous-sol et tout, l'électricité, la plomberie, etc., la ventilation, tout ça, ça partait de là. Et au final, après, les pièces qui suivent sont beaucoup plus simples. Parce que c'est juste la continuité. Il n'y a plus, toute l'armoire électrique, il n'y a plus toute la gestion de l'air. Tout ça, c'est fini. C'est que maintenant, il faut plaquer les murs. Et voilà, donc là, on est pour la première fois depuis le début des travaux, on est dans du simple, techniquement. Prochaine étape, la salle. Prochaine étape, la salle. Alors là, on est en train de faire les loges. On finit les loges. On va attaquer ensuite les gradins du balcon. Que je t'ai fait voir. Oui. On attaque les gradins qu'on restitue à l'identique avec du bois qu'on a récupéré au ancien Gaumont Pâté, maintenant des docks. Et on va attaquer la salle dès que j'aurai suffisamment de sous pour attaquer. Ou alors un nouveau mécène, des matériaux, ou une subvention, quelque chose, n'importe quoi. Mais là, j'attends un peu pour attaquer la grande salle. T'attends un peu de sous. Soit faut que j'en rentre, soit faut que j'en trouve. Comment tu l'imagines, cette salle? Quelle saveur tu veux lui donner? Au niveau esthétique ou au niveau programmation? Esthétique, pour l'instant. Esthétique, c'est un peu compliqué pour la salle, c'est un petit peu plus limité, parce qu'autant on peut se faire plaisir dans le hall, autant dans la salle, on a des soucis d'acoustique. Bon, l'isolation phonique, ça se voit pas, c'est pas grave, mais l'acoustique, donc on peut pas mettre n'importe quoi en termes de revêtement. Ouais. Je pense qu'il va falloir jouer beaucoup avec des tissus, des rideaux pour atténuer les problèmes d'acoustique, tout simplement. Et donc la décoration, elle va être un peu conditionnée par tout ça. Ouais. C'est-à-dire que je sais pas si je pourrais mettre un lustre, je sais pas si je pourrais mettre des éléments de décor sur les côtés, je sais pas encore. Tu vas avancer petit à petit, quoi. Là, j'ai des gros rendez-vous cette semaine avec les acousticiens, scénographes, etc. Donc on va d'abord regarder le côté technique, on va regarder surtout le côté acoustique, et en fonction, je verrai moi ce qu'une bonne acoustique m'autorise à mettre en place, et ce que je peux, et aussi des réglementations, parce qu'auparavant on avait par exemple des sous-bassements en acajou. Je suis pas sûr que dans une salle de spectacle aujourd'hui je puisse remettre du bois au mur. Donc à voir, hein, peut-être que si, hein, je sais pas. Hein, je vais voir avec et en acoustique pareil. Tu vois, je vais voir avec tous les professionnels que je vois cette semaine ce qu'ils en disent, mais en termes de couleur, je peux déjà te dire qu'on sera sur du rouge et noir. Ok. Pour rester un peu classique, et parce qu'on a récupéré des fauteuils rouges. Très bien. Ça y est, les fauteuils sont déjà là. Les fauteuils sont pas stockés ici parce que ça, on pourrait plus travailler, mais les fauteuils ils sont stockés chez ma mère à Honfleur. Ils sont arrivés. Ok. Donc c'est du réemploi. Ouais. Donc c'est des fauteuils qu'on va devoir rehausser. On refait la mousse, on refait la housse. On garde la structure. Donc on a au moins une partie des fauteuils sûrs, et on va voir pour le balcon, parce que ce sont des fauteuils fixes. Pour la salle, le parterre, on va voir si on met pas même des fauteuils neufs pour que ce soit complètement modulable. Et j'ai vu et lu, je crois, tu me dis si je me trompe, hein, que en termes de scène, elle était assez haute à l'époque. Ouais. Est-ce que ce sera le cas aussi sur le nouveau Normandie? Alors la scène était haute parce qu'à l'origine c'était que un cinéma, et surtout parce que la dalle était quasiment plate. C'est-à-dire que la dalle au sol, il y avait 45 cm seulement de dénivelé entre le hall et le point le plus bas de la salle. 45 cm pour une bonne visibilité, c'est insuffisant. Ça sert bien à te pourrir la vie si tu veux faire autre chose. Donc là, nous, on part sur une dalle plate, donc ce qui n'est pas idéal en termes de visibilité encore pour du théâtre, par exemple, mais ce qui est super pour concerts, séminaires, cabarets. Donc ça, c'est un peu le dilemme, parce qu'on ne pouvait pas être parfait pour tous les arts, mais par contre, on était très limité techniquement. On ne pouvait pas non plus faire une salle en pente. On n'a pas les moyens aujourd'hui, pas les sous aussi de le faire. Donc on est parti sur une dalle plate. Donc on verra. Donc, forcément, on aura une scène haute. Dans quel état d'esprit tu te trouves, toi, aujourd'hui, après 3 ans de travaux, c'est ça? Est-ce que tu es pressé? Est-ce que tu trouves que tout avance comme tu le souhaiterais? Est-ce que tu en as marre? T'en es où? Je suis fatigué. Pour être honnête. Non, franchement, pour être honnête, je suis fatigué. Mais toujours aussi motivé, même peut-être plus motivé, parce qu'on a enfin quelque chose qui prend forme.
On a de la reconnaissance. Alors, j'essaye de pas être trop naze à me flatter et tout ça, mais bon, ça fait quand même du bien. Ouais, mais ça se voit en plus. Hein. On a reçu le trophée d'attractivité du département l'année dernière. On a reçu la médaille de la ville de la part de Monsieur le maire en début d'année. Donc c'est une très très belle reconnaissance. Enfin, pour moi, symboliquement, c'est énorme. C'est une surprise qu'ils nous ont faite en plus. Donc enfin, moi, j'ai vraiment vraiment apprécié le geste. Et je crois que tu peux pas avoir de plus belle reconnaissance. Hein. Et je suis ravi que un peu plus de 3 ans de sacrifice, parce que c'est quand même un sacrifice, même si c'est pour moi, en fait, si on regarde objectivement. Mais ça, c'est un bâtiment qui servira à tout le monde. Et mais moi, c'est un sacrifice vis-à-vis de ma famille, de mes enfants, que je vois beaucoup moins depuis 3 ans, parce que je veux absolument aller au bout. Et ouais, non, ça fait du bien, cette reconnaissance. Ça fait du bien de pouvoir à nouveau, moi j'ai pas connu avant, mais de pouvoir programmer quelque chose, pouvoir faire venir des artistes déjà dans le Normandie, même si c'est que dans le hall. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire aussi, ça a déjà commencé. C'est pas mal, voilà. L'idée, c'était de réhabituer les gens à rentrer et de leur montrer un peu le projet. Et ça fait du bien aussi. Mais tout est fait, j'ai l'impression, en tout cas, de l'extérieur, tout est fait dans le bon ordre. En fait, c'est ce que tout le monde me dit, mais en fait, nous, c'est de la survie. C'est du bricolage. Mais oui, mais en tout cas, ça a un sens et ça a une certaine logique. Tu vois, quand je te parlais de la façade, puis ensuite du hall, aujourd'hui, effectivement, reprogrammer des spectacles dans le hall pour habituer tout simplement les gens à passer les portes du Normandie. Dans le parcours du spectateur classique, ça a son importance, quoi. Faut essayer, mais après, on n'a pas les moyens de faire autrement. Parce que si j'avais les sous, j'aurais fait tout le chantier, on aurait ouvert d'un coup, voilà. Ouais. Mais en l'occurrence, il faut faire des choix à chaque fois. Et on essaie de les faire les plus logiques possibles. Et l'idée, c'est que là, aujourd'hui, la petite programmation qu'on arrive à faire me permet de rémunérer les Alexandre et les alternantes qui travaillent déjà. Qui travaillent. Et donc, en fait, c'est quelque chose qui va s'auto-entretenir après. Et ça permet de... Je suis ravi de voir des gens qui sont jamais venus dans ce quartier ou qui sont pas venus depuis des années venir par curiosité, des fois voir un spectacle ou assister à une exposition. Ouais. Tout ça, c'est génial de voir. On a eu notre première standing ovation il y a quelques semaines. C'est hallucinant. Ça, c'est aussi la récompense. Non, pas pour un artiste. Hein. Même pour vous. C'est cool. Mais je veux dire, c'est que ça donne du sens à ce que vous avez fait. Mais voilà, imagine qu'à 3 ans, on était avec des étais sur la façade, c'était presque cassé la gueule, il y avait un arrêté de péril. Et 3 ans plus tard, on est là avec la médaille de la ville, on passe sur M6 et on a une standing ovation pour un artiste dans le hall. C'est magnifique. Donc, moi, je suis content de ça. Donc, fatigué, mais content. Et impatient ? Impatient, ouais, après, oui, si, carrément, j'ai vraiment envie, mais lucide. Lucide sur le travail qui reste à effectuer, même si on est sur des choses simples par rapport au début, parce qu'en fait, on n'est plus du tout sur du structurel. On est vraiment sur maintenant des embellissements classiques, j'ai envie de dire, du travail d'intérieur. Donc là, on n'est plus sur les questions avant, est-ce que ça va tenir, comment on va reprendre les pannes de la charpente métallique. On en était à faire tester les sols, à faire tester la résistance des aciers. On était avec des études de structure dans tous les sens pour savoir ce que pouvait supporter la charpente. Là, maintenant, on est dans quelle épaisseur de plafond on met pour isoler le son. Ouais. Alors, ça c'est le truc de geek du bâtiment, mais cher, c'est qu'avant, on était est-ce que le bâtiment va tenir debout ou comment on va le faire tenir ? Aujourd'hui, on est à quelle épaisseur il faut mettre pour pas faire chier les voisins ou quelle couleur on va mettre dans la salle. C'est quand même magique déjà tu vois, on est en train de parler de dilemmes plus sympas. C'est des dilemmes plus sympas, mais en fait, c'est des faux problèmes. Et donc, quand on sait d'où on vient, c'est cool, c'est qu'on se dit, putain, finalement, on a bien avancé. Hein. On parlait des spectacles qui ont déjà lieu dans le hall du Normandie. Quel genre de spectacle on peut d'ores et déjà voir ici ? Alors, on a essayé de faire varier. L'idée, c'était un peu comme pour les rapports à la pop culture, les clins d'œil à la pop culture dans le hall Art Déco. C'est des histoires que tout le monde se sente chez lui. C'est-à-dire que ça fait très rococo, ça peut faire très classe, mais en même temps, tu peux venir aussi en basket et t'es chez toi aussi. Ouais. Et les spectacles, c'était un peu pareil. On voulait faire, à la fois, on a du théâtre, on a des petits concerts de tout style. Bon, pas de musique qui envoie trop fort parce qu'on est dans un hall quand même.
On a du stand-up, on a du comedy club et one-man show. On a des petites soirées après à thème, on a une dégustation d'insectes, on a une soirée en mai, Cinco de Mayo, c'est une fête mexicaine, on fait venir des mariachis. Parfait. On essaye de varier vachement, de répondre un peu à tous les artistes qui nous sollicitent, on essaye de leur trouver un créneau. On va avoir une conteuse qui va passer bientôt. Je sais même pas comment ça se présente. Ouais. Elle va compter. On vous sollicite beaucoup On sollicite pas mal, ouais. Ouais. On va avoir des soirées burlesques avec les feuillages, etc. On a eu du rock, on a eu du jazz, on a eu de la funk, on a eu tout. J'oublie des trucs. Hein. On a pas mal de soirées privées aussi, des gens qui privatisent le lieu. On a des dédicaces. Ça vit déjà. Ça vit pas mal. Ça vit beaucoup, on essaye de le faire vachement. C'est vraiment ce qu'on essaie de faire. On a eu le lancement de la bande dessinée aussi qui s'est fait, qui était pas mal. Oui, on n'en a pas parlé ça aussi, mais ta bande dessinée... Ça, c'est mon petit délire. C'est ton petit délire à toi ? C'est mon petit bébé, ça. Mais ouais, on essaie vraiment de faire vivre de manière assez variée. On a fait de la dégustation d'insectes, on a fait plein de trucs. Quoi. J'imagine aussi que même si c'est pas encore le cas et ça peut sembler plus ou moins loin dans ta tête, que tu penses déjà à l'après, à l'inauguration et puis à comment vous ferez vivre ce lieu incroyable. Déjà pour cette soirée d'inauguration, on se projette. Allez, qui tu aimerais voir sur la scène du Normandie ? J'ai un petit secret, mais ma femme elle écoutera pas, j'espère. Je veux faire un Rock Voisine, entre autres. Rock Voisine, ok, pour sa femme. Parce qu'il y a plus de 30 ans, j'ai dansé un slow avec ma femme au bal du collège sur du Rock Voisine. Bah, c'est une belle histoire, ça. C'est une belle histoire, mais je vais la faire chialer à l'inauguration. Très bien. Je veux surtout qu'elle doit croire que j'ai oublié depuis quelques années. Et elle doit même pas savoir que je me rappelle de la chanson. Bon, en tout cas, ouais, on espère qu'elle écoutera pas, là, parce que du coup, là, tu viens de spoiler quand même le truc. Elle écoutera pas. Elle est toujours pressée. Elle écoute et pas. Après, elle s'en fout de ce que je fais. et après, dans les années à venir, voilà, quelle couleur t'aimerais donner à ce théâtre ? Quels sont les artistes que toi, Jessie, t'aimerais voir un jour sur la scène de ton théâtre ? Alors justement, déjà pour l'inauguration, je dis Rock Voisine, mais j'aimerais plusieurs artistes. Ouais. Parce que je voudrais justement qu'on voit que voilà, je voudrais pas qu'on s'enferme dans un registre. Et je voudrais vraiment que ce soit une scène, comment dire, multiculturelle, émergente, multiculturelle. Mais pour les artistes locaux, on a beaucoup d'artistes au Havre. Et je voudrais vraiment qu'il y ait beaucoup d'artistes qui puissent venir ici, se produire, se lancer, se roder. Je voudrais après des artistes nationaux, internationaux, bien sûr. Dans tous les registres, la salle, elle a été pensée techniquement, en tout cas, pour être complètement polyvalente. Donc on peut faire du cabaret, on peut faire du théâtre, on peut faire des concerts, on peut faire du stand-up, on pourra tout faire, des séminaires, des défilés, enfin des conventions. On pourra vraiment tout faire. Et je voudrais vraiment qu'elle vive tous les jours, quoi. Je voudrais vraiment qu'on fasse pas mal de choses. Et je voudrais que ça se ressente dès l'inauguration. Et j'ai oublié un autre truc que je voulais dire. Mais toi, s'il y a un artiste... des artistes que tu aimerais beaucoup. J'ai pas été assez vite, je voulais faire venir Kiss. Kiss, ouais. Mais c'était un peu petit comme ça, mais. Ouais. Mais quoi, il y a quelques années, ils avaient joué au Zénith, c'était pas énorme, mais finalement ils prennent leur retraite. Ouais, là c'est un peu des concerts d'hologrammes, donc je ferai peut-être des hologrammes de Kiss. Ok, pourquoi pas. On verra. Du rock. Ouais, pas que, non, il y a plein d'artistes. Il y en a tellement, franchement. Aussi, moi, le truc qui me tient vraiment à cœur, que j'ai envie d'organiser depuis le début, c'est un festival d'humour. Je voudrais créer un festival d'humour récurrent, sans aucune prétention, hein, mais quand je vois Montreux, le Marrakech du Rire et tout ça, bien sûr. Je me dis, si on pouvait faire un petit festival annuel au bord de la mer, à 2 heures de Paris. Je crois qu'il y a pas mal de gens sur le Havre qui pourraient t'aider à faire ça. Il y a des bons. Ouais, il y a des bons. Il y a du niveau. Voilà, on embrasse Pilou au passage, parce que j'ai déjà fait un épisode avec lui. Il est mortel en plus. Voilà, mortel comme gars, et je suis sûr que tu lui dis ça, là, ça lui fait complètement. J'en ai parlé. T'en as déjà parlé, bon, il a déjà les yeux qui brillent. Non, ça c'est sûr. Moi, c'est vraiment. Enfin, si moi je devais faire un seul truc, c'est ça. C'est vraiment. On a besoin de rire. Ouais. Et puis il y en a d'autres là, des gars qui ont monté des trucs super bien. Il y a des bons sur le Havre. Il y a des bons, et en plus je trouve que c'est vraiment le Normandie, oui, mais même le Havre, c'est une ville, je pense que j'aimerais que les gens découvrent. C'est un peu aussi l'idée de ma BD. C'est vraiment ça, parce que moi je connaissais le Havre de loin parce que j'étais souvent à Honfleur. On a une image du Havre qui
qui est pas du tout ce qu'est la ville en réalité. Et c'est une ville qui a une identité forte. C'est une ville qui est hyper agréable à vivre. Bon, le climat, c'est pas top. Mais il y a la mer, il y a la forêt, on roule bien, il y a plein de trucs à faire quand même. Il y a des grands magasins, il y a des bons petits restos, pour aller boire un coup, c'est pareil. Maintenant, des pistes cyclables, l'entrée de ville qui sont en train de refaire. Enfin, c'est une ville qui a beaucoup évolué, je trouve, ces dernières années, et qui est hyper intéressante, hyper agréable. Et les Havrais sont sympas. Ouais, ça c'est vrai. Un peu taiseux au départ, mais finalement sympa. Bah, t'emboîtais justement sur ma prochaine question, parce que c'est la dernière question que je pose à tous mes invités qui viennent au micro dans le Pod Yaourt. Cette question, c'est la suivante. Jessie, pour toi, le Havre, ça représente quoi ? La fatigue. La fatigue. Non, je plaisante. Non, c'est dur à dire. Moi, le boulot. Ouais, pour moi. Non, comment dire il fait bon vivre. C'est ce qui ressort à chaque fois, parce que je me faisais charrier au début quand je ramenais des copains. Je disais, je suis au Havre, t'arrêtes pas avec le Havre. Je dis, viens voir. Et que ce soit ma femme, mes frères et sœurs, mes potes, je dis, mais t'as raison en fait. Il fait bon vivre. Les gens sont sympas. Les gens sont. Et je ne saurais pas dire mieux. C'est un climat général et une manière d'être des gens ici. Bon, pas tous, hein. Mais de manière générale, il fait bon vivre. Et dans toutes mes démarches, que ce soit auprès de fournisseurs, auprès d'institutions, etc., les gens sont vachement plus sympas quand même ici. Et l'air de la mer aussi, c'est quand même super agréable. Non, moi j'aime bien, même la ville, elle est assez étendue, elle n'est pas très haute en construction, pas géographiquement, mais c'est-à-dire qu'on voit toujours le ciel, même s'il n'est pas beau. On respire. On respire, mais ça fait du bien. Alors, moi je viens de banlieue parisienne au départ. Ici tu respires, tu as l'air de la mer. Si tu veux la forêt, tu as la forêt. Si tu veux du bucolique, il y a Honfleur, Étretat et compagnie. Il y a quand même tout le confort un peu qu'on peut espérer d'une grande ville, avec des grands magasins, avec des multiplex, avec une équipe de foot en Ligue 1. J'espère qu'ils vont rester. Moi aussi. Mais c'est chaud hier, c'est dommage. Ah ouais. Et, comment dire, non, pour moi c'est le meilleur compromis. Bon, en tout cas, tu en parles déjà avec amour. Ah non, mais et c'est le principal. J'espère juste que le réchauffement climatique, il va pas trop faire monter l'eau, mais faire monter la température. Ouais. Mais oui, c'est vrai que ce sera embêtant quand même ici. On pourrait avoir quelques problèmes. On aurait le Normandie au bord de la mer. Bon, ça pourrait être sympa aussi. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Jessie, d'avoir répondu à mes questions, d'avoir été dispo pour venir parler avec moi dans le Pod Yaourt. Voilà, vous l'aurez compris, hein, le Normandie, c'est déjà ouvert en fait. Hein, voilà. Je te fais un petit placement de produit. Vas-y. Ouais, bien sûr. J'ai travaillé longtemps dans la BD. Bien sûr. J'ai délaissé un peu mes mômes ces dernières années, et donc je racontais beaucoup à ma fille ce que je découvrais sur l'histoire du lieu, sur l'histoire du Havre. Toujours de manière un peu fictive, hein, pour rigoler, pour surtout qu'elle écoute ce que je dise. Et du coup, j'ai voulu raconter ça au travers d'une BD. Avec un copain, on a écrit un scénario qui retrace l'histoire du lieu, les grandes dates du Normandie, mais pas que. Et de façon un peu... au travers d'une fiction un peu rigolote. Et voilà, c'est une petite BD avec à la fin des pages d'archives sur Normandie, s'il y en a que ça peut intéresser. Eh ben écoute, je vais t'en acheter 2. Une pour moi et une qu'on fera gagner sur les réseaux sociaux du podcast dans le Pod Yaourt. Cool. Merci encore Jessie d'avoir répondu présent. Et voilà, comme je disais, le Normandie c'est déjà rouvert, il y a déjà des choses qui s'y passent. Donc vous pouvez y venir quand vous voulez, rencontrer l'équipe qui est super sympa. Oh ouais, c'est cool. Voilà, merci encore une fois Jessie, et puis plein de bonnes choses pour la suite, et on se revoit à l'ouverture, l'inauguration cette fois de la salle. En attendant, plein de bonnes choses et bon courage pour le reste des travaux. Merci beaucoup. Ciao. À bientôt.